Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat du Saloon consacré à Richard Jewell. Si vous nous connaissez déjà, vous savez probablement à quel point chaque nouveau film de Clint Eastwood nous rend curieux et il faut le dire très excités à l'idée de voir le patron livrer une nouvelle leçon de cinéma. On va vérifier si c'est le cas de ce Richard Jewell. C'est son dernier film en tant que réalisateur qui sort dans les salles un an après le très bon The Mule avec mes invités critiques Charlotte Klinke. Salut Charlotte. Salut Alex. Et Thibaut Ducré. Salut Thibaut. Salut Alex. Alors si vous êtes prêts tous les deux à parler du vénérable Clint et de l'Amérique, alors on y va. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Dans la lignée de ses dernières œuvres, American Sniper, Sully ou le 15h17 pour Paris, Clint Eastwood poursuit son exploration de l'héroïsme à travers les héros cachés de l'Amérique. Dans Richard Jewell, il raconte l'histoire vraie de l'agent de sécurité Richard Jewell qui, en 1996, lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, réussit à empêcher une attaque terroriste à la bombe. Il va notamment montrer comment cet homme issu de la classe populaire va passer en quelques jours de héros national à ennemi public numéro 1, suspecté par le FBI d'être l'initiateur de cette attaque. Au casting, on retrouve Paul Walter Hauser dans le rôle de Richard Jewell, Kathy Bates qui incarne sa mère, Sam Rockwell son avocat, ou John Hamm en agent du FBI dans un film qui s'avère être une charge atomique envers le gouvernement américain et ses institutions. Rien de nouveau finalement dans la carrière de Clint Eastwood, et puis c'est même assez proche, comme je l'ai dit, de ses derniers films qui sont très chargés politiquement, qui sont très engagés, et puis qui explorent cette figure du héros américain. En quoi justement, Thibaut, puisque c'est toi qui vas commencer forcément, Allons-y. en quoi justement ce film-là s'inscrit un peu dans la lignée des trois films que j'ai cités, et puis en quoi il propose quelque chose peut-être de différent, ou pas? Il s'inscrit dans la lignée des précédents, dans le sens où on a le même type de fait réel d'un citoyen lambda, finalement, qui s'est retrouvé dans une situation extrême et qui a réussi à sauver des vies de façon assez miraculeuse et qui, du coup, est du jour au lendemain devenu un héros. Et à qui on va malgré tout casser les couilles, pour dire les choses simplement. On pense forcément à Sully, où c'était là aussi un peu le même type d'histoire, d'un pilote qui avait réussi à empêcher une catastrophe, mais qui s'était vu taper sur les doigts par l'administration et qui s'était retrouvé emmerdé après coup, malgré son exploit, aussi. Justement, est suspecté. Et là, on a le même type de récit avec ce petit agent de sécurité qui se retrouve être le premier, en fait, à découvrir l'existence d'une bombe dans un parc pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta, et qui, malgré tout, comme tu l'as posé dans ton pitch, va se retrouver en fait devenir le principal suspect du FBI dans l'affaire. Et on a aussi un peu le même type de personnage finalement que dans le 15h17 pour Paris, parce qu'on a là aussi un homme qui est fasciné par l'armée, par l'autorité. Son rêve, c'est d'intégrer la police. Et d'être policier, ouais. Et d'ailleurs, le film démarre là-dessus de manière plutôt efficace. On le voit au départ être surveillant dans un collège ou dans une uni, je ne sais plus exactement, et où on nous montre que voilà, son idéal, c'est justement de protéger la population. Il est fasciné par l'autorité, mais c'est pas non plus le petit facho qui rêve d'avoir sa matraque. Il est juste motivé par la volonté de servir, et on voit juste qu'il est un peu trop zélé et qu'il est renvoyé pour ça. Et qui place en fait l'autorité gouvernementale et les institutions gouvernementales sur un piédestal, en fait. C'est ça, exactement. Et il va justement se retrouver à se ramasser ça dans la gueule au final. Et on pense forcément à ces derniers films, mais ce qui le distingue, selon moi, c'est qu'on a une figure un petit peu différente, parce que autant dans American Sniper que dans le 15h17 ou même dans La Mule, finalement, le dernier film d'Eastwood, on avait des figures qui incarnaient un petit peu un idéal masculin d'une certaine manière. Là, on a au contraire vraiment le paria. Enfin, Richard Jewell, c'était un type obèse qui vivait encore chez sa mère à 30 ans et qui va, malgré tout ça, devenir un héros. Mais c'est justement ce profil aussi un peu particulier qui va aussi faire de lui un suspect. Ouais. On veut savoir, est-ce que c'est bien, déjà,
Est-ce que ça t'a plu ? Alors oui, moi personnellement, Globalement. ça m'a beaucoup plu. Globalement, je le trouve bien plus réussi qu'un 15h17 pour Paris, justement, parce qu'il y a beaucoup plus matière. Il y a vraiment une histoire et des personnages qui existent. Et la charge politique qu'il y a derrière, on va pouvoir en discuter, mais elle est aussi assez intéressante. Parce que sans concession. Parce que sans concession, maintenant, cette charge politique, elle se fait au détriment d'une certaine subtilité. Et c'est un point noir qu'on pourra développer, mais que je note quand même. Et on va en parler. Est-ce que tu es d'accord avec Thibaut, Charlotte ? Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce film-là et puis de la manière, justement, aussi dont il s'inscrit par rapport à ce qu'a développé Eastwood en tant que réalisateur ces 5 dernières années ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Thibaut. Si ce n'est que... Il n'y aura pas de débat, donc. Non, ça va être une discussion. Elle commence à émettre un mais. Non, ça va être une discussion Voilà. constructive. Très bien. Non, si ce n'est que oui, il y a peut-être un discours politique. Moi, je vois surtout un discours philosophique sur une certaine société que propose Clint Eastwood ou que démontre Clint Eastwood, sans prendre position, ou disons, sans prendre position démocratique ou républicaine. L'enjeu est pour moi ailleurs dans ces films. C'est pourquoi je considère plutôt ce film-là comme une proposition philosophique sur une certaine pensée, en fait, qui est le libertarianisme que promeut Clint Eastwood. Ouais. Et puis du coup, qui développe aussi, comme tu le dis, le côté philosophique aussi, c'est de montrer en quoi cet homme croit en certaines valeurs aussi, qui sont représentées par son gouvernement, qui finalement va le trahir quelque part. Ça, justement, c'est toute l'idée du libertarianisme. Je vais réussir à le dire sans crocher. Mais je vous ai dit, hors micro, que j'allais faire une petite citation. Alors, vas-y. Et je pense qu'elle est nécessaire. Parce que avant cet enregistrement est sortie la critique des cahiers du cinéma, que j'ai lue et que je trouve pas très bonne. Pour être honnête avec vous, elle propose, c'est Florence Mayer, elle propose une description du film sans proposer une réelle analyse. Néanmoins, le tout dernier passage de sa critique est intéressant parce que je trouve que ça résume en quelques mots en fait toute la pensée qui émane du cinéma de Clint Eastwood. Je vous la lis. Nous l'attendons. Si à quoi tient l'héroïsme est une question éminemment eastwoodienne, la réponse du film est de se concentrer moins au fond sur la fabrique d'un héros, d'un coupable ou d'un épouvantail que sur la permanente réactivation des étranges qualités de Jewel. Aussi n'est-il pas étonnant de le voir à la fois déçu, blessé de l'obstination des agents et finalement revêtir l'uniforme de police après que les poursuites ont été abandonnées, réalisant son rêve de toujours. Il fuit l'institution pour finalement la rejoindre, mais c'est tout là en fait l'enjeu du libertarianisme, c'est qu'on va mettre l'individu en avant en fait, les choix de l'individu, et l'individu doit au final choisir ce qu'il faut au fond de lui pour aller de l'avant et pour finalement vivre dans cette société qui, comme Richard Jewell, le rejette, où le gouvernement et les institutions ont tellement de pouvoir en fait qu'ils vont même jusqu'à introduire le privé, l'intime de ce personnage. Et c'est là en quoi je trouve ce film propose quelque chose de nouveau par rapport à ceux qu'on a cités, c'est que ces institutions vont dans les autres films de Clint Eastwood ne vont jamais aller aussi loin. Là, on a vraiment une intrusion du gouvernement dans sa propre intimité qui est sa maison et son appartement. Tandis que ça soit dans $1 Million Baby, dans le 15h17, dans Sully, on va jamais avoir... Oui, le personnage va être touché, comme Sully par exemple, mais le privé, la sphère familiale va toujours être tenue à l'écart. Ouais. Et alors que là, on filme vraiment, comme tu dis, le FBI qui s'introduit chez lui, qui va prendre ses affaires, même son aspirateur. Non, qui va jusqu'à poser des micros. Ouais. Enfin, je veux dire, on a vraiment une intrusion totale de l'espace privé par le gouvernement, par cette institution que cherche à fuir Jewel. Ouais, finalement, qu'il va fuir. Finalement, parce qu'au début, en fait, et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que lui, il croit tellement en fait en ces institutions qu'il va trouver ça normal et puis qu'il va pas en fait se douter qu'il va être suspecté. C'est-à-dire qu'au début, le FBI vient le chercher en lui disant dis donc, vous venez participer à notre enquête, etc. Ouais, vous allez nous donner des informations cruciales. Tout le monde se doute autour de lui qu'on va l'interroger pour une simple et bonne question, c'est qu'on le suspecte, parce qu'il y a aussi, on va en parler, les médias qui se sont mêlés, puis qui ont sorti le fait que Jewel était le premier suspecté dans l'affaire.
Mais il va pas se douter de ça. Et donc, il va laisser le FBI faire. Et le personnage qui va justement lui permettre de se rebeller quelque part contre ces institutions et de mettre un frein à ça et de se dire mais je ne veux pas ça, en fait. Je vais me rebeller parce que je suis innocent et il faut que je le prouve. Bah, c'est son avocat qui est incarné par Sam Rockwell et qui est un personnage fascinant là-dessus parce qu'aussi, il va amener cette petite touche d'humour et de dérision et de légèreté finalement dans le film. Et il y a, pour prendre une autre citation et qui est dans le film, c'est que ce passage, pour moi, résume aussi tout le film et tout ce que veut dire Clint Eastwood. Il y a un moment donné où on va filmer Sam Rockwell dans son bureau d'avocat et derrière lui, sur un tableau, il y a une écriture en gros où il y est marqué « Je crains davantage mon gouvernement que le terrorisme ». Et ça pose tout le truc et tout ce que Eastwood va développer dans la deuxième partie. Dès la première scène, en fait, quand on voit Jewel dans les couloirs de son premier travail, quand il va entendre Rockwell de loin au téléphone, on apprend à la fin de l'appel qu'il s'agit du sénateur. Donc, absolument. Tout de suite, on pose des bases, en fait. Dès les premières images, les bases sont Et on en revient du coup à la qualité du film et à la qualité d'Eastwood. Il y a aussi une efficacité hallucinante dans l'écriture et dans la mise en place de ses enjeux et de son message, où on sait directement ce qu'il va nous raconter. Et pourtant, il arrive à nous tenir sans arrêt, en haleine, avec le développement justement de son intrigue et de son enquête policière, et le développement surtout très très important de ses personnages. Ouais, bah c'est vraiment ça qui est au cœur du film et c'est la grande qualité du récit, c'est qu'effectivement on suit, en fait moi on peut vraiment voir la continuité du personnage de Richard Jewell avec les précédents héros qu'a mis en scène Eastwood, c'est qu'on a un type qui est simplement de bonne volonté, enfin effectivement comme tu le dis, il est très naïf au début et il se rend pas compte que en fait le gouvernement ne lui veut pas que du bien. Ouais. Et il va collaborer. Alors, il y a une vraie il y a une vraie complexité, je trouve, dans le personnage. C'est que d'un côté, voilà, c'est pas le pur innocent. Enfin, on montre quand même ce qui le rend suspect, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est un paria qui vit chez sa maman et tout ça. Il est très soucieux aussi de faire comprendre qu'il n'est pas homosexuel. Oui. Il est fasciné par les armes. Il en a je sais pas combien dans sa chambre. Il y a une scène très drôle d'ailleurs où justement lors de la perquisition, il doit tout poser sur son lit, son arsenal complet. Il y a une quantité impressionnante d'armes à feu et pourtant c'est pas un gros facho, c'est quelqu'un de très humain, de très ouvert. C'est un peu le même type de personnage que jouait Eastwood dans La Mule. Ouais. C'est simplement quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes sociaux de la société actuelle. Qui est profondément humain, bienveillant et ouvert vers l'autre, mais simplement qui est un peu inadapté, quoi. Et c'est ça qui va le rendre suspect aux yeux du FBI et de la population une fois que ça aura fuité dans les médias. Mm-hmm. Et comme tu le dis, des médias aussi. Et c'est là aussi où le film s'inscrit. Enfin, je ne sais pas si tu voudras rajouter quelque chose là-dessus, Charlotte, mais c'est là où s'inscrit aussi le film dans l'actualité, qu'il arrive à traiter un sujet de 1996 et de l'adapter aujourd'hui. On voit aussi ce que veut nous raconter Clint Eastwood autour de ça. Et s'il prend cette figure du héros trahi comme ça, et puis persécuté surtout, où il prend finalement cet homme blanc issu de la classe moyenne, voire populaire américaine, où on devine clairement que c'est un républicain, même si ça ne l'est pas dit foncièrement. Et puis, il y a cette persécution-là, parce que directement aussi, pourquoi on le suspecte, c'est la journaliste incarnée par Olivia Wilde, hein, c'est ça, qui va lancer, en fait, qui va mettre le feu aux poudres et qui va dire, mais forcément c'est lui qu'on va suspecter, parce que c'est un homme blanc frustré qui aime les armes et qui vit chez sa maman. Et donc, ça nous fait le parfait suspect à mettre en une de notre journal. Et donc là, Clint Eastwood épouse un peu le contexte actuel avec l'affaire MeToo et autres. Et puis, ce message justement sur l'homme blanc aussi qui pourrait être persécuté, en tout cas là dans le cas de Richard Jewell. Ça permet de prendre à revers justement l'espèce de retour de flamme qui est actuellement sur cette figure-là et de nuancer, de dire effectivement on a là le prototype parfait du mâle blanc frustré qui va aller faire des massacres après avoir vu Joker. Ouais. Et en fait on montre que finalement c'est le mec le plus doux et le plus pacifiste du monde. Effectivement.
Charlotte. Oui, et c'est là, je trouve, en quoi le film est fort, enfin, amène quelque chose de vraiment fort, c'est que en tant que spectateur, on est à la fois parfois complètement attendri par ce personnage, et la seconde après, il nous agace, et c'est assez, d'ailleurs, c'est là aussi en quoi ce film nous apporte quelque chose de nouveau dans la filmographie de Clint Eastwood, c'est que généralement, il a des héros qui sont peu causants. Et là, alors, Richard Jewell, c'est tout l'inverse. Au contraire, on va lui demander de se taire tellement il parle, au risque de se, de se trahir. Pas vraiment de se trahir, parce qu'en soi, il n'a pas comme il c'est vrai. posé la dire bombe, quelque chose mais qui disons, pourrait être utilisé. Voilà, c'est ça, contre lui. Et voilà, je trouve qu'en ça, il est aussi, il apporte quelque chose de novateur. Personnellement, j'avais pas fait le lien avec le contexte actuel en Amérique, avec l'homme blanc frustré, etc. J'en suis restée à quelque chose de beaucoup plus basique. C'est-à-dire, j'ai pris le film et puis j'ai pris Clint Eastwood mais j'ai pas été au-delà. Disons que c'est pas étonnant venant de lui, quoi. Ouais. Le rapprochement est assez vite fait aussi. Après, Clint Eastwood, je trouve que c'est quelqu'un à prendre avec beaucoup de baguettes, parce que il peut toujours surprendre. Par exemple, justement, il est très anti-gouvernemental et anti-institution. Par contre, il va accepter le rôle d'honneur d'être président du musée de la police à Washington en 2011. Donc, c'est un homme très complexe, moi, je trouve. Oui, d'ailleurs, je trouve qu'on le voit dans ses films, c'est qu'effectivement, on peut en avoir une image, et qui est souvent retransmise par les médias, d'un cinéaste qui est effectivement républicain, conservateur, pro-armes et tout ce qu'on veut. Et enfin voilà, on a un peu encore l'image de l'inspecteur Harry et du gros facho. Non, mais c'est une caricature, on est d'accord, justement. Non, mais justement, oui, il est pro-armes parce qu'il est pour la liberté de chacun, en fait, de se défendre quand il en a besoin. En fait, il est pour qu'on redonne du pouvoir aux individus. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est difficile de le prendre dans toute sa complexité. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'écouter les podcasts, désolé de faire de la concurrence, mais de France Culture sur Eastwood, où il y a un épisode avec l'historien Romain, je sais plus, Huet, je crois, Romain Huet, sur la question du libertarianisme chez Eastwood, et qui est hyper intéressante. Parce que justement, il reprend tous ces codes, et puis il va les nuancer. Hein. Ouais, mais justement, ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve intéressant Ce que je trouve intéressant chez Eastwood, n'est-ce pas, c'est qu'il est justement toujours beaucoup plus subtil dans ses films que l'image publique qu'on en a. Et quand il va jouer avec justement toutes les problématiques, exactement, mais quand il va jouer avec toutes les problématiques, vous en parliez très bien à l'époque de la sortie de la Mule, mais c'est encore le cas aujourd'hui, toutes les problématiques sociétales, du racisme, du sexisme, etc., il est toujours beaucoup plus nuancé que l'image qu'on veut bien avoir. Et là, justement, et connecté on aussi. y revient. C'est ça qui est hallucinant. Il a quand même, faut le rappeler, il a 89 ans, papy, et puis il est là et il arrive à épouser encore, à nous parler d'un événement de 96, et puis à le rendre moderne en l'actualisant et en donnant un discours en fait sur le contexte actuel et à analyser la société actuelle. Mais justement, par rapport à ça, pour revenir à sa subtilité, à sa nuance habituelle, là, c'est aussi un des petits bémols que j'aimais à ce film. On l'a évoqué. Allons-y. Mais maintenant qu'on a dit beaucoup de bien, ce discours qui passe justement par ce personnage principal extrêmement complexe et hyper intéressant, il est quand même parasité en contre-pied par des personnages secondaires qui sont beaucoup moins nuancés, beaucoup moins subtils, notamment le personnage de la journaliste incarnée par Olivia Wilde. Je suis tellement d'accord avec toi, Cathy Thibaut. Non, mais c'est hallucinant. Qui est donc celle qui va balancer la première que Richard Jewell est le principal suspect dans l'affaire, et comment en fait elle vient à l'apprendre. Le film nous montre qu'en fait elle fait ami-ami avec un agent du FBI qui est sur l'affaire, et en gros elle lui propose, elle lui fait des avances sexuelles en échange de l'info, quoi. Ce qui n'a jamais été avéré, et ce qui a évidemment mené à un droit de réponse de l'Atlanta Journal, je ne sais plus le nom du journal, mais du média dans lequel cette info a été publiée, parce que la vraie journaliste est aujourd'hui décédée, donc elle a plus tellement de droit de réponse, quoi. Et en fait, dans le film, on nous présente ce personnage comme une arriviste qui couche pour avoir des infos. Une Cruella, même. Une Cruella, qui est juste intéressée par le buzz et qui est prête à tout
pour avoir l'info et qui va détruire la vie de Joel à cause de ça. Absolument, et qui prie quand même chez elle pour qu'on lui donne l'information, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on la rend vraiment, vraiment machiavélique. Et puis d'un autre côté, on va essayer de nuancer, mais ça c'est très raté. C'est-à-dire que dans une scène, on va nous dire finalement elle regrette, ou on va juste nous la montrer en fait en train d'assister au procès et puis d'avoir une larme. Et puis on insiste vraiment sur son visage en nous disant regardez, elle regrette tout ce qu'elle a fait. Et tout ça manque cruellement de subtilité. On nous montre qu'elle est battue et c'est fini, on ne la revoit plus. Exactement, ouais. Vous reprenez à peu près les mots que j'ai aussi utilisés, mais en dehors de ce qu'elle est ou ce qu'elle représente, c'est juste son jeu qui est ultra théâtral. Enfin, je veux dire, c'est... J'ai pas été gênée par ça. Alors moi, ça m'a complètement coupée dans mon expérience parce que les autres personnages, tu parlais des personnages secondaires qui sont peu construits. Moi, je trouve qu'au contraire, les autres, ça va. L'agent du FBI, je trouve qu'il Non, l'agent du FBI. Je pensais aussi justement à ce personnage qui est un personnage inventé pour le coup. Il correspond à aucune figure réelle et qui va balancer. Qu'on nous présente. Lui, il était sur place justement à l'attentat. Il était dans la foule. Il n'était pas concentré. Il n'a pas été foutu de réagir. Et donc c'est un échec pour lui. Et on nous montre justement l'aspect méthode du FBI. Il y a aussi un truc un petit peu caricatural où on nous montre un service qui a échoué et qui a besoin d'un coupable à tout prix. Et ce personnage incarné par Jon Hamm, c'est vraiment un incompétent, quoi. Ouais, mais il est en même temps imperturbable. Il est fidèle à son personnage. Si on le sent perturbé, ça va durer qu'un instant, mais il va jamais revenir sur ses décisions. Cathy Scratch, elle va dans tous les sens. Elle gesticule, elle crie, elle arrive elle joue trop pour moi. C'est pas du tout. Et c'est en fait le même. C'est ce qui m'avait aussi dérangé dans La Mule, dans le jeu de sa nièce. La nièce, si on veut, Clint Eastwood avait le personnage de Clint Eastwood avait une nièce dans La petite fille, tu veux dire. C'est sa petite fille. Ouais. C'est possible que ce soit sa petite fille. Pareil, j'ai l'impression que c'est des personnages qui sont un peu oubliés. Il ne sait plus comment faire en sorte de rendre une jeune femme crédible. Parce que alors Kathy Bates, par contre, la mère de Richard Jewell, elle est parfaite. On est d'accord. Elle est absolument parfaite. Et puis même la secrétaire de Sam Rockwell, qui est absolument génial aussi. Je trouve que il y a toujours fabuleux lui. Ça qui est aussi génial, c'est qu'on a une espèce de, et ça aussi c'est proche des valeurs de Clint Eastwood, on a tout d'un coup une communauté éphémère qui va se créer autour de ce Richard Jewell qui est envers et contre tout, envers une société qui les rejette, envers un extérieur hostile. Ça aussi, dans la gestion des espaces chez Clint Eastwood, c'est, je trouve, quelque chose de très fort, notamment, on a parlé de l'intrusion du FBI dans sa sphère intime, mais donc une gestion de l'espace qui est progressive, où on a d'abord une maison qui est conçue comme un repère, comme un moment de souffle en fait, parce qu'on retient son souffle à chaque fois qu'il doit sortir et traverser cette foule de journalistes qui le harcèlent de questions. Et peu à peu, cette sphère privée va se déliter, mais cette gestion des espaces, ces espaces en quelque sorte transitionnels, vont parcourir également l'œuvre de Clint Eastwood. La Mule, c'était la voiture où il passait son temps. On n'était pas dans un road trip, on ne voyait rien du paysage, on était cloîtrés dans cette voiture. Dans $1 Million Baby, on a la salle de boxe. À chaque fois, on a cet espace d'entre-deux, en fait, entre le fantasme, au début, le fantasme de devenir agent FBI, et la réalité. Et je trouve qu'il maîtrise, dans Richard Jewell, cet espace transitionnel de manière hallucinante. Ouais, c'est juste. C'est très très bien fait, quoi. Et je me demande si en fait ce film-là, et puis peut-être comme d'autres Eastwood, mais celui-là particulièrement, n'aurait pas finalement les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que d'un côté, ce qu'on aime dans ce film, c'est ce film de personnage vraiment qui nous rend ce personnage de Richard Jewell, mais hyper attachant instantanément et puis hyper crédible, et où on va le suivre. Mais finalement, après, ça dérive aussi dans un côté où Clint Eastwood en fait un petit peu too much dans le tire-larme, et où on va un peu trop appuyer ça, le côté un peu misérabiliste, vraiment sur la toute fin, je parle, avec le procès notamment, où on va sortir les violons et on va nous dire regardez comme cet homme-là a été persécuté et a souffert. Donc il y a un peu ce revers de la médaille là. Et le deuxième revers de la médaille, c'est que d'un côté on adore ce côté sans concession, ultra brut, ultra engagé et incisif en fait de son message, où vraiment il y va en gonflant les pectoraux et en se disant voilà ce que j'ai envie de dire sur l'Amérique.
Et d'un autre côté, il verse dans ce côté justement où on manque un peu de subtilité. Donc je trouve qu'il y a vraiment ce revers de la médaille. C'est peut-être un peu inévitable, effectivement, vu la force qu'il met derrière sa charge, que sur le passage, il y ait des trucs qui péclotent un peu, quoi. Mais ça, qu'on soit d'accord, ça entache largement pas la majorité du film, parce que j'évoquais deux personnages qui sont caricaturaux. C'est vrai que, comme le disait Charlotte, le reste, ils sont parfaitement travaillés. La mère est bouleversante, Kathy Bates, elle est excellente. Et même le personnage de l'avocat que joue Sam Rockwell, là aussi, il est intéressant parce qu'il est lui aussi ambigu. C'est-à-dire qu'il va aider très rapidement Joel, mais on nous montre aussi que c'est aussi un peu par intérêt, parce qu'il y a une histoire éventuellement de livre qui sera écrit derrière et dont il pourra se charger de gérer les droits. Et donc, on n'a pas des personnages qui sont trop binaires dans les quatre principes, enfin, dans les héros, en tout cas, si on veut. T'as raison de le spécifier. C'est vrai que ça fait 25 minutes qu'on parle, donc c'est pour ça qu'on en arrive un petit peu aux défauts qu'on va trouver dans le film. Mais disons-le, ça reste quand même du pur Eastwood, du pur jus de son auteur, et puis un très bon film. Et même sur le final que tu trouves tire-larme, moi je trouve que c'est une résolution à la mesure de celle de Sully, où on a aussi un personnage qui s'en est pris plein la gueule tout du long, mais qui reste digne jusqu'au bout. Et il y a ce monologue final qu'on peut trouver un peu surfait, mais que moi je trouve très touchant de ce gars qui renvoie à la gueule du FBI son incompétence, et qui leur dit j'avais toujours rêvé de rejoindre votre service, je me rends compte que c'est pas idéal. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va justement s'émanciper et s'affranchir de ses rêves. C'est ça. Et moi, ce point-là, cette arrivée-là, moi, je la trouve vraiment bouleversante. Ah, puis nécessaire. Justement, dès le moment où tu te détaches des institutions et tu deviens un individu. Et c'était pour moi normal, en fait. Ouais. Ça devait survenir. Et je pensais pas que tu parlais, en fait, de ce passage-là. Ouais, c'est ce moment. C'est vraiment la toute fin. Moi, je trouvais ça un poil appuyé. Je comprends la démarche. Vraiment, sur le papier, je vous suis tout à fait. Mais dans l'exécution, c'est juste un tout petit bémol. Mais j'ai trouvé ça un petit peu trop forcé. Alors moi, c'est avec la musique, c'est que Cathy, moi. C'est que Cathy. Ah bon, d'accord. Donc, tu nous rejoins, Charlotte, du pur Eastwood, qu'on recommande absolument, comme La Mule, comme les autres. Mais si je peux revenir sur les qualités, parce qu'il faut les nommer, d'autres qualités. C'est aussi dans l'utilisation des images d'archives, à aucun moment il les utilise pour attester une quelconque vérité. Contrairement à American Sniper ou d'autres. Ou le 15h17, où là, le final, c'était assez terrible à ce niveau-là. Là, les écrans deviennent sont complètement inclus dans la narration. On ne va pas utiliser les images d'archives pour prouver quelque chose, mais pour illustrer uniquement. Et puis, autre chose dont je voulais parler également... Avant que tu le dises, pardon, c'est sûrement aussi parce que Paul Walter Hauser, qui incarne Richard Jewell, ressemble aussi tellement au vrai Richard Jewell. Mais vraiment, allez faire vos recherches sur Internet, vous comparez l'acteur et puis le vrai Richard Jewell, c'est confondant, c'est hallucinant de ressemblance. Peut-être aussi pour ça qu'il s'est passé justement des images d'archives dont on parle. Et donc, Charlotte, la dernière chose que tu voulais dire ? Et puis, je pense que ça faisait très longtemps que j'avais plus vu un film dit historique sans avoir l'impression de regarder un musée. C'est extrêmement bien fait. On replonge dans les années 90 sans surligner, souligner absolument chaque détail, sans avoir dans chaque pièce ou chaque plan, un élément, un objet qui nous renvoie aux années 90 pour bien souligner qu'on est dans les années 90. En fait, on le remarque même pas. C'est vrai que moi, je me suis même pas dit, cool, les années 90. Sauf quand il y a la Macarena, mais c'est plus... mais justement, c'est tout d'un coup, on se dit, mais oui, c'est vrai, c'était un tube dans ces années-là. C'est et c'est complet. Et ça survient de manière totalement logique. Ouais. Mais il y a aucun moment où on est dans un espèce de bain de facsimilé. Ils surfent pas du tout sur la mode actuelle qui tend à la nostalgie, et où on va... tout à fait. Caresser les gens dans le sens du poil en leur sortant effectivement 20 000 tubes et trucs de l'époque. Non, c'est assez rafraîchissant. Non, exactement. Puis on touche de ce fait. On s'inquiète moins de la forme que va prendre l'image, mais beaucoup plus, encore une fois, des thématiques qui vont être abordées et qui font écho à chacun de nous. Et puis, autre chose, tu parlais avant du personnage de Clint Eastwood qui est intemporel, qui arrive à s'adapter à notre temps sans accroc. Il est toujours là, heureusement, quoi. En fait, je me suis rendu compte que dans chacun de ces films, on avait aussi une utilisation spécifique du téléphone.
Dans Richard Jewell, on a le téléphone comme clé de l'intrigue parce que la cabine téléphonique va être en quelque sorte le pivot. Est-ce que oui ou non il a commis ça? Est-ce qu'il a eu le temps d'aller jusqu'à la cabine pour pouvoir annoncer qu'il y a une bombe durant ce concert-là? Dans La Mule, c'est l'utilisation des textos, donc la mise en scène du texto, quoi. Dans Sully, on va avoir un téléphone qui le rapproche et qui l'éloigne en même temps de la sphère familiale, donc un lien. Et dans le 15h17, ça va être le téléphone en tant qu'appareil photo. À chaque fois, il va utiliser ces objets qu'on utilise aujourd'hui, donc ces objets technologiques, et il va les introduire dans sa mise en scène et leur donner un rôle narratif. Et je trouve ça, moi je parle qu'en superlatif là aujourd'hui, mais je trouve ça super en fait qu'il n'utilise pas le téléphone encore une fois juste comme élément facilité dans la narration. Donc, finalement, voilà, on aura eu l'analyse des téléphones dans le cinéma de Clint Eastwood par Charlotte. Un livre qui existe aussi. Je ne me suis pas basée sur ce livre vrai. aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Non, mais il y a un livre qui a été écrit... Sur les téléphones dans la filmographie de Clint Eastwood. Non. C'est très précis quand même comme thématique. thématique. Dans le cinéma, mais tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas lu ce livre pour aujourd'hui, mais tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'en fait, l'objet téléphone, et ça pourrait être intéressant d'écrire un article là-dessus. L'objet téléphone revient souvent dans ces films et à chaque fois, il a une utilisation différente. Eh bien, merveilleux. Merci Charlotte. Et d'ailleurs, je voulais juste finir là-dessus, mais tu es beaucoup plus positive sur le film qu'à la sortie. On l'a vu ensemble, en fait, et puis à la sortie du film, c'est vrai que tu étais un peu plus mitigée. Là, c'est vrai que tu... Mais parce que je me suis reposée. Bien sûr. J'ai fermé les yeux, dans ton esprit. j'ai réfléchi. Non, mais en fait, j'ai été complètement dérangée par ce personnage, par la journaliste. Non, mais elle m'a énervée. J'y croyais pas une seconde. Pour moi, c'est le personnage le moins élaboré de tout le film. Et à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, qu'elle apparaissait à l'écran, j'avais envie de lui foutre une tarte. Et comme tu dis, en fait, ça m'a vraiment saoulée, franchement. Quand on te la rabâche, elle revient en tant que personnage secondaire important, elle va à cette conférence de presse, elle pleure en l'espace de 5 minutes alors que tout le monde autour d'elle est statique, alors que c'est soi-disant la plus cruelle de toutes les journalistes, et ensuite on ne la revoit plus. Donc, il nous impose cet énervement et cet agacement durant presque 2 heures. Et ensuite, on ne la voit plus. Mais pour revenir à des choses un peu plus légères et moins énervantes, moi je pense que c'est juste aussi intéressant d'ajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas non plus s'attendre à une reconstitution historique hyper pompeuse et hyper lourde, c'est que c'est aussi bourré d'humour. Comme La Mule, il y a un équilibre assez étonnant où on a énormément de scènes comiques à travers le personnage de Richard Jewell, principalement parce que à cause de sa gentillesse et de sa bonne volonté, il va collaborer. Il va collaborer un peu trop et son avocat sera constamment en train de lui dire non mais dis pas ça, tais-toi quoi. Et ça donne lieu à des choses très drôles et du coup c'est vraiment un film très riche. Pas sans rire. Et en plus qui mûrit avec le temps, vous l'aurez compris, qui se bonifie comme tous les bons films et comme tous les bons films de Clint Eastwood. C'est du bon cru donc, vous l'aurez compris, Richard Jewell, Richard Jewell, pas Jewell, je sais pas pourquoi, mais ça fait 30 minutes qu'on cause, c'est peut-être pour ça. Il est en salle actuellement, courez-y, allez vous faire votre avis sur le film. En tout cas, c'est un film que l'on vous recommande chaudement dans le Saloon. Merci beaucoup Charlotte Klimke d'avoir participé à ce débat. Mais de rien. Qui est finalement allé dans le même sens. Thibaut Ducret, merci à toi aussi. Merci à toi. Voilà, vous l'avez compris, on a tous beaucoup aimé ce film. Dites-nous vous aussi si vous l'avez vu, si vous l'attendez, ce Richard Jewell, dites-nous en commentaire et puis suivez-nous. Tous nos épisodes sont disponibles sur vos plateformes de streaming préférées, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud et j'en passe. Et puis abonnez-vous surtout pour avoir les notifications quand on publie un nouvel épisode, ça sert toujours. Je vous invite également à écouter notre playlist du moment, c'est le Vodka Martini consacré à tous les anciens films de la saga James Bond en attendant le nouveau. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. Merci de nous avoir suivis. C'était le Saloon sur Clint Eastwood et Richard Jewell. À très bientôt. Salut.